Bonjour à tous. Comment vont les communautés juives d'Europe après avoir représenté 90% de la population juive mondiale au début du siècle dernier? Elles ne comptent plus aujourd'hui qu'à peine pour 10% de ce total. Le nombre de juifs habitant en Europe continue de décroître du fait de l'immigration vers Israël ou vers l'Amérique, mais aussi du fait de l'assimilation. Et pourtant, ces communautés juives en Europe, elles existent toujours, elles continuent à chercher à maintenir leur identité dans des contextes nationaux parfois très mouvants et aussi dangereux. Pour rendre compte de toute cette vie juive en Europe, qui est passée donc au second plan, une revue s'est créée il y a un peu plus d'un an. Son titre tient en une lettre, la lettre K. Son sous-titre est plus explicite, Les Juifs, l'Europe et le XXIe siècle. On reçoit aujourd'hui son rédacteur en chef, Stéphane Bou. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, peut-être faut nous rappeler d'abord comment vous est venue cette idée de lancer cette revue pour s'intéresser à tout ce vaste panorama de la grande Europe, des communautés aujourd'hui dans cette partie du monde. Alors, à l'origine anecdotique, on pourrait dire, de la revue, il y a le fait qu'on était un groupe d'amis universitaires, journalistes, qui suivions un séminaire à l'EHESS sur les Juifs, l'Europe, la modernité. Et puis souvent, on discutait par-delà les communications très universitaires, académiques qu'il pouvait y avoir. On discutait ensemble sur la question et on se disait un peu comme ça, comme une idée vague à l'origine, ça serait intéressant quand même qu'il y ait une revue qui traite de cette question d'une manière, disons, plus journalistique, plus directe, de où en sont aujourd'hui et pour les années à venir la question de la présence juive en Europe. Voilà, il faut dire un mot peut-être de la proportion, donc 1 400 000, 1,5 million de juifs dans cette zone. Oui, les chiffres sont quelque chose comme une prise de conscience, un choc, on pourrait dire à l'origine. De se dire, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, qu'il y a, disons, un peu plus d'un siècle, il y avait 90% des Juifs du monde qui vivaient en Europe et qu'aujourd'hui, c'est, selon Sergio de la Pergola, le démographe, dont on avait fait un interview très tôt, d'ailleurs, dans le premier numéro de la revue, c'est autour de 9-10%, que ça tend plus ou moins à décroître. C'est incroyable, il y a eu cette inversion de 90% voilà. à 10%. Et il faut rappeler que les 3/4 des Juifs qui ont été présents sur le sol européen après la Shoah, c'est-à-dire, on ne mentionne même pas ce qui s'est passé pendant la Shoah, ont quitté l'Europe. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a suivi aussi la Shoah. Donc il y a l'idée que les Juifs d'Europe sont entre Israël et et le judaïsme américain, comme un jour me l'a dit une intellectuelle israélienne qui travaillait là-dessus, pour nous, vous êtes les miettes. Donc il y avait cette espèce de chagrin, ce constat-là qui pouvait nous faire envisager, un peu comme un scénario de fiction dystopique, comme on dit, c'est-à-dire si on envisage le pire, que à terme, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura vraiment une présence... Ça sera résiduel, quoi. Et pittoresque, comme une présence pittoresque. On ne pourra plus parler de communauté véritablement. Et ce qu'il faut dire, peut-être juste en une seconde ici, c'est que c'est quelque chose, c'est un constat, disons, d'ensemble. La France et Paris est peut-être l'endroit où on s'en rend le moins le compte, parce que la France est la plus grande communauté juive d'Europe, c'est la 4e, je crois, communauté juive du monde. Paris est une ville où la présence juive est manifeste partout. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point cet effet de miette, on pourrait dire, donc on peut le constater partout ailleurs, presque en Europe. Alors, avant de revenir sur les principaux thèmes qu'on va aborder maintenant, peut-être un mot sur la manière dont vous choisissez vos sujets. Donc, vous avez ce champ très large. Quelle est votre ligne, j'allais dire, éditoriale ? L'obsession, elle est dans ce que j'appellerais un équilibre des registres. C'est-à-dire faire des papiers qui peuvent être parfois académiques, un peu difficiles. Je vous ai rappelé qu'à l'origine, il y avait un séminaire, donc effectivement, ce n'est pas un endroit où ce qui se dit est destiné à être publié dans un... Ce n'est pas les papiers en 146. Voilà. Mais tout de suite aussi, en même temps, il y avait l'obsession de faire des reportages, de faire des enquêtes autant que nos moyens nous permettent de le faire, de faire des chroniques, de parler de la vie culturelle, de faire des papiers plus, disons, entre guillemets, journalistiques. L'idéal étant qu'on puisse arriver
à conjoindre tout ça. Voilà, mais donc moi, mon obsession, c'était, enfin notre obsession commune, c'est cet équilibre, avec même des nouvelles de fiction. Et malgré le côté décroissant donc, de cette présence juive en Europe, on découvre qu'il y a énormément de choses intéressantes à explorer et énormément de choses se passent dans ce Oui, énormément de phénomènes ont lieu, on pourrait dire. La revue est née, en fait, on l'a conçue, on l'a construit un peu pendant le confinement. On faisait beaucoup de zoom avec des gens dans des communautés, dans les Balkans, à droite, à gauche. C'est là d'ailleurs que j'ai constaté cet effet de rétrécissement. On parlait avec des gens qui habitaient Split et ils nous disaient il reste que 40 juifs à Split. On parlait avec des gens à Belfast, on disait il reste plus que 100 personnes, on risque avec le Brexit d'avoir des problèmes avec la cache-route. Donc voilà. Et moi ça m'a littéralement saisi d'observer ces phénomènes de rétrécissement et ensuite, en parlant avec eux, de réfléchir aux moyens avec lesquels ils subsistaient, comment ça pouvait, la situation pouvait s'améliorer. Et ce qui m'a touché, c'était le sentiment, encore une fois, quelque chose qu'on ne vit pas quand on est en France, en Allemagne, en Angleterre, disons les trois. C'est le sentiment de solitude, d'isolement et de déconnexion d'un ensemble européen. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé de les communautés juives. Il y a effectivement la question de cette multiplicité de communautés juives, mais il y a aussi la question de c'est quoi un juif européen ? Indépendamment des différentes communautés juives. C'est aussi difficile de savoir qu'est-ce que c'est que l'Europe finalement. Alors, voilà, exact. C'est aussi difficile, effectivement. Bon, après, évidemment, il y a cette chose entre Israël et les États-Unis, il y a cette chose qui tient, c'est évidemment le poids d'habiter dans un continent où il y a eu le crime qui a frappé les Juifs comme on sait qu'il les a frappés, et donc la manière avec laquelle toute l'histoire de l'Europe a dû se reconfigurer, se repenser politiquement à partir de ce crime. Et évidemment, dans ce mouvement post-Shoah, on pourrait dire, les Juifs ont une place centrale, on pourrait dire qu'il y a une tension entre cette disparition et la manière dont la mémoire de la Shoah sature l'espace politique, mémoriel, et obsède, on pourrait dire, la conscience européenne moyenne, les subjectivités européennes moyennes sont évidemment hantées par cet événement. Alors, parlons-en un peu plus précisément de ces Juifs d'Europe. Ils étaient très engagés à gauche avant la guerre et maintenant on constate, il faut bien dire, une sorte de droitisation, même d'extrême droitisation. On pense évidemment en France au phénomène Zemmour qui a attiré un certain nombre de gens dans la communauté. Il ne faut pas oublier que Zemmour a quand même fait 50% des voix, un peu plus 54% en Israël, donc aurait été élu au premier tour parmi les ressortissants français. Mais il y a d'autres pays également qui sont intéressants d'étudier sur ce plan-là. Il y a certains groupes qui semblent avoir, on va dire, pactisé, c'est le mot que vous utilisez, avec des régimes dits populistes, et c'est le cas de la Hongrie, dont vous parlez dans plusieurs articles. Comment expliquer qu'à un moment donné, ces Juifs d'Europe arrivent à faire des accords ou à se mettre dans le sillage de gouvernements populistes comme celui de la Hongrie ? Alors, Zemmour, la Hongrie, je dirais que sur le cas Zemmour, et ça va me permettre d'aller jusqu'à la question de la Hongrie, qui est effectivement un cas d'école absolument passionnant. Je me souviens qu'il y a un an et demi, quand on pensait déjà à nos premiers numéros, on se disait qu'il faut parler de gens comme Zemmour. Mais sur un thème très simple qui était de dire, c'est étrange, sur la scène médiatique française, souvent ce sont des Juifs qui viennent dire ce que c'est que la France, comme s'il fallait être juif pour pouvoir dire ce que c'était que l'identité française. Et quand on parlait avec nos correspondants dans les différents pays, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, à droite, à gauche, on nous disait, mais il y a aussi le juif qui vient dire ce que c'est que l'identité autrichienne, l'identité allemande. Et on disait, bon, on va parler de ça. Alors évidemment, Zemmour, après, en un an et demi, a fait la courbe qu'il a faite, et c'était intéressant de voir qu'il y a un an et demi, déjà, on pouvait déceler quelque chose sur cette manière avec laquelle il fallait que ce soit des juifs qui puissent dire ce que c'était que la nation, le pays dans lequel ils s'étaient nationalisés. Bon. Alors, après, sur le cas de la Hongrie, moi je ne dirais pas que c'est les Juifs qui ont pactisé avec Orban, je ne dirais pas du tout les choses comme ça, je dirais plutôt que c'est Orban qui a proposé une sorte de pacte avec les Juifs, puisqu'il est
en tout cas avec une partie de sa communauté juive, et c'est ce que les deux papiers qu'on a pu publier à ce propos, qui est une enquête un peu en deux parties qu'on a fait sur 6 mois par un journaliste évidemment hongrois qui s'appelle János Gárdó, moi j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas, c'est que Orbán en fait fait un pacte qu'on pourrait dire voilà, je protège les juifs, je suis avec eux, et en échange de ça, il y a une sorte de tension qui se met en place sur la manière avec laquelle il va vouloir réécrire à sa manière, selon son propre récit national, parce qu'on sait d'où vient politiquement Orbán dans l'histoire, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier la participation de la Hongrie dans la Shoah. Et effectivement, la communauté juive hongroise est littéralement fracturée sur cette question, avec des juifs qui absolument sont prêts à rentrer dans le pacte proposé par Orbán, et une communauté juive, disons, plus intellectuelle, plus bourgeoise, libérale, qui résiste et qui ne peut pas dire oui au récit proposé par Orbán. C'est ce que dit votre journaliste sociologue, qui est aussi sociologue, János Gárdó. Les juifs hongrois se retrouvent divisés face à ce gouvernement qui semble vouloir troquer leur protection contre une réécriture du rôle du nationalisme hongrois dans la Shoah. Voilà. Stéphane Boub, on vient de parler de la Hongrie. Finalement, est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, avec un gouvernement d'extrême droite, la communauté juive aussi serait en train de faire réfléchir à savoir si c'est plus intéressant ou pas, ou s'il faut soutenir ou pas? Est-ce qu'elle se diviserait? Alors déjà, on peut déjà constater que Zemmour et Le Pen sont allés en Hongrie se faire adouber par Orbán, et que sur ces questions-là, ils ont exprimé de manière assez explicite une position assez proche de celle d'Orbán. Donc le fait que Marine Le Pen devienne Marine dit quelque chose de la manière avec laquelle ce qui était autrefois le Front National veut faire oublier ce qu'a été le rapport de ce mouvement d'extrême droite aux Juifs, et le fait que Zemmour soit juif pose aussi évidemment toutes sortes de questions sur la manière avec laquelle il peut être un foyer d'attraction pour beaucoup de juifs en France. Bon, il faut quand même constater des choses et dire les choses. On a tous autour de nous eu des discussions à table où tout le monde s'engueulait sur la question Zemmour, Le Pen, l'extrême droite, et de savoir ce qu'était entre guillemets le mieux pour les juifs. Il m'est arrivé X fois d'entendre oui, mais pour les juifs c'est mieux de voter probablement Zemmour qui va nous débarrasser de la racaille, ou Le Pen, etc. On l'a entendu, donc bon, maintenant, une fois qu'on l'a entendu, qu'on l'a constaté, ce qui est difficile, évidemment, c'est d'essayer de l'analyser, d'essayer de comprendre quelque chose qui peut malgré tout nous sembler, alors dans le cas de Zemmour, aberrant, puisqu'il y a des propos révisionnistes chez Zemmour, il y a un passé du Front National que Marine Le Pen veut nous faire oublier, mais qui existe. Donc il y a quand même toutes sortes de dialectiques, on pourrait dire, à essayer de penser, et ça, pour moi, c'est des foyers de travail de travaux ou de recherche pour la revue dans les semaines, les mois qui viendront. Mais il y a un événement, moi, qui m'a marqué, et qui aussi peut-être explique les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'affaire du procès Halimi, le fait que le procès n'aurait pas eu lieu en France, le fait qu'on se tourne vers Israël pour le demander. Il y avait quelque chose dans l'air chez beaucoup de juifs qui se disaient « la France n'est plus là pour régler un problème qui nous concerne ». Et ça, c'est un sentiment, il me semble, qui traverse une partie de la population juive française. Donc on va se tourner vers Israël. Donc la France, l'État français n'est pas à la hauteur pour régler les phénomènes de discrimination sociale auxquels on est confronté, qui explique aussi ce mouvement qui fait qu'on peut se tourner, une communauté traditionnellement, disons, libérale, vers des figures comme Zemmour ou Le Pen. Mais bon, après, une fois fait ce constat, c'est très très difficile, disons, en tout cas en ce qui me concerne, de l'analyser avec précision. Il y a un autre sujet d'actualité, c'est l'Ukraine, et où on voit ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la saturation de l'espace politique, géopolitique
avec la mémoire de la Shoah. Un article intitulé « Ce que dénazifier veut dire », écrit par votre collaboratrice, donc Julia Christ, qui souligne que les deux belligérants mobilisent l'histoire des Juifs dans ce combat. Il y a Poutine qui parle de la nécessaire dénazification de l'Ukraine, et d'un autre côté, Zelensky qui fait un parallèle, disons, entre le sort des Ukrainiens et la destruction des Juifs d'Europe, d'ailleurs qui a été un peu mal pris quand il a fait son discours devant la Knesset. Bon. Ces mobilisations de l'histoire des Juifs, écrit votre collaboratrice, expriment le fait qu'ils ne peuvent jouer pour l'Europe le rôle de force active qu'en tant que Juifs morts. C'est incroyablement terrifiant quand on voit effectivement cette situation et la vérité qu'elle exprime finalement. Est-ce que les Juifs n'auraient plus de rôle en Europe que dans l'image de leur destruction? Écoutez, je ne sais pas comment enchaîner sur cette phrase qui, effectivement, vous avez raison, que je trouve extrêmement bien écrite et synthétiser une situation avec beaucoup de force, mais c'est effectivement ce qui nous a frappé d'emblée, enfin très vite avec la guerre en Ukraine, c'est que à la fois il n'y avait aucun doute qu'il y avait un agresseur et un agressé, qu'il y avait des victimes d'un côté et quelqu'un qui les rendait, enfin qui était dans une position absolument folle vis-à-vis de ce pays, et en même temps il y avait quelque chose malgré tout quand même de commun, qui était la référence et chez Poutine et chez Zelensky au passé de la Seconde Guerre mondiale et à la question juive, qui devenait de manière plus ou moins manifeste parfois, dénazification, génocide, la tour de la télé de Kiev qui est située à Babi Yar qui tombe, Zelensky qui dit plus jamais ça, etc. Enfin, il y a toutes ces choses manifestes. Et puis, on sentait dans l'air, presque, à un endroit où tant de juifs ont été massacrés, que quelque chose comme une réplique symboliquement était pensé, enfin c'était pensé comme ça. Donc il fallait le texte de Julia par des Ukrainiens la plupart du temps. En plus, et j'ai trouvé qu'il y avait d'ailleurs un rapport aux, j'ai constaté qu'il y avait un rapport à l'Ukraine qui n'était pas le même que le rapport à la Pologne par exemple. Enfin il y avait plein de choses à réfléchir sur cet angle-là. La difficulté étant qu'il faut évidemment jamais oublier qu'il y a un violent agresseur et des victimes, et une catastrophe absolue. Mais le texte de Julia était attentif à la manière avec laquelle, effectivement, au cœur du conflit, le signifiant juif et enfin, la référence à la Shoah et à ce chapitre de l'histoire européenne revenait comme un fantôme qui revient dans une actualité qui est la nôtre 80 ans après. Les Juifs, écrivez-vous encore dans ce dernier éditorial, sont comme des sismographes. Oui. Hier comme aujourd'hui, ils captent, ils analysent les tremblements de l'Europe, cherchant à prévenir les séismes dont ils se savent d'expérience pâtir en premier avant les autres Européens. C'est pour cela que finalement vous vous êtes engagé pour faire le sismographe, mais ce sismographe vous annonce des tremblements terribles pour la suite finalement. Écoutez, je ne saurais pas prophétiser, je ne sais pas. Je repars sur l'idée que j'avais au départ, à savoir de se dire que si le mouvement de décroissance, on pourrait dire, s'opère, déjà c'est quelque chose qui, de mon point de vue en tout cas, et je pense de beaucoup de gens au sein de la rédaction de la revue, se vit comme un chagrin. Et après, il peut y avoir des diagnostics différents au sein de la revue. Il y a les pessimistes et il y a les optimistes, disons. Il y a des choses comme ça. Je dirais que sur la question du sismographe, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dans certains pays, notamment en Italie. Je ne sais pas si vous avez lu l'entretien avec Tobias Zevi, qui voulait être maire de Rome et qui... ou Diana Pinto, des entretiens comme ça, dans certains pays d'Europe où les Juifs sont plus minoritaires qu'en France, il y a l'idée que les Juifs ont à apporter quelque chose sur le terrain de l'expérience minoritaire aux autres. Et ça, c'est une manière aussi de vivre sa sismographie, pour le dire avec ce mot-là, c'est-à-dire on a une expérience minoritaire qu'on doit en faire participer les autres minorités. Donc ça c'est pour trouver un rôle positif. Pour trouver un rôle positif. Parce que de l'autre côté, effectivement, les perspectives, on parle beaucoup sur la disparition de la vie juive, mais aussi de la possibilité de la cache-route, et sans parler de la circoncision, progressivement, sous le double coup de boutoir des nationalismes et des écologistes. Ça aussi, c'est une perspective qui risque d'empêcher la vie juive de continuer. Certainement. Sur la cache-route, on a fait plusieurs papiers, uniquement sur cet angle presque juridique de savoir qu'est-ce que ça signifiait
enfin, comment l'Union européenne, validant la loi belge, qu'est-ce que ça pouvait signifier, qu'est-ce que ça pouvait entraîner. Et c'est indépendamment de tout positionnement religieux, il est évident que si la cache-route, si l'abattage rituel est interdit en Europe ou dans certains pays, il y a une part de sa vie juive qui va disparaître. Et on a fait un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le fait que sur ce qui se passe à Belfast. C'était intéressant parce qu'il reste 100 juifs à Belfast qui sont une communauté très vieillissante, et à cause du Brexit, pour toutes sortes de raisons juridiques que je ne vais pas résumer là, j'invite à lire le papier d'Eli Petit qui est très précis sur la manière dont les choses se sont opérées donc en Irlande. À Belfast, ne pouvait plus arriver de viande cachère pendant des semaines. Des réseaux se sont mis en place, c'était très compliqué, et des gens envisageaient déjà de partir à ce moment-là. Hein. Alors, finalement, revenons sur votre engagement plus personnel, peut-être, Stéphane Bou. Comment vit-on cet engagement dans un combat qui est un peu le peintre de la fin d'une époque, d'un combat perdu comment vous vous sentez personnellement dans cet engagement? Là, vous dites plus que ce qu'on dit dans la revue, parce que la revue aussi essaye de... Je revendique la question. D'accord, vous revendiquez la question, parce qu'il me semble que dans la revue, je vous disais que c'était un jeu d'équilibre. Il y a à la fois les textes journalistiques, les nouvelles, les textes puis des textes de philosophie, il faut bien le dire, des textes d'histoire. Bon, il y a aussi un autre équilibre entre, je l'abordais tout à l'heure, entre les pessimistes et les optimistes. Ceux qui disent il est hors de question de lâcher l'Europe. Il faut, et puis ceux qui disent peut-être que c'est déjà foutu. Donc je pense que cette tension-là, il me semble, elle est aussi palpable dans la revue. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc je renvoie nos internautes à rejoindre cette revue K. C'est une revue consultable gratuitement. Gratuitement, oui. Et d'ailleurs, je suis très content de pouvoir parler à Academ avec vous, parce qu'on a fait plusieurs fois des collaborations avec Academ. Je suis très déjà heureux. Plus de 150 articles, donc en un an. Ouais. Voilà, et un peu plus d'un an, ça fait 3 articles par semaine. Voilà, c'est ça. En ligne. Merci beaucoup. Merci Stéphane beaucoup Bou d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir présenté cette revue K. Merci à vous. Et bonne continuation, donc en tout cas à la revue, et on espère aussi à aux communautés juives d'Europe. Merci beaucoup pour votre attention.